nous, ce qui est important, c'est les mécanismes de gouvernance des plans d'action. D'abord, on a les principes, vision et la mission du plan d'action. Qu'est-ce qu'on veut faire clairement avec ce plan d'action? Les priorités et actions stratégiques. Donc, je vais présenter les deux priorités que Charles a mentionnées plus tôt. On a aussi le cadre de mise en œuvre qui sera discuté demain, et également le plan de mobilisation des ressources et le suivi et évaluation. Le plan de mobilisation des ressources sera aussi discuté demain. Par rapport au principe de mission, donc ici je ne vais pas tous les récapituler, mais on a en gros voilà 10 principes qui, selon nous, sont clés pour une économie circulaire dans les arts insulaires d'Afrique et de l'océan Indien. Par exemple, ici, vous pouvez voir l'illustration d'un des principes, qui est celui de la hiérarchie des déchets. C'est important de savoir que quand on parle d'économie circulaire, on ne parle pas seulement du recyclage des déchets, mais aussi et avant tout de la prévention et la réduction des déchets à l'origine. Pour réduire les inputs en fait de déchets dans l'économie de prime abord avant de voir comment les recycler. Parce qu'aujourd'hui on voit comme problème que même en Europe on n'est pas capable de recycler la grande majorité des déchets. Par exemple pour les plastiques, le taux de recyclage est près de 30% seulement. Ça veut dire que 70% ne sont pas recyclés. Donc il y a forcément un besoin de réduire ces quantités de déchets. Et donc il y en a d'autres ici encore, donc créer des emplois bien sûr, améliorer l'indépendance, on en a parlé plus tôt, contribuer à la réduction de la pollution, des gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité, etc. Donc c'est des éléments qui pour nous sont clés pour une économie circulaire. Et bien sûr on pourra, ces éléments-là que je présente maintenant, ce n'est pas des faits, c'est vraiment des idées. Donc, chacun de ces éléments peut être modifié, on peut enlever certaines choses, on peut ajouter certaines choses, et c'est l'idée vraiment des discussions d'aujourd'hui. Donc, la vision et la mission, bon, je ne vais pas les lire complètement ici parce que pour des raisons de temps, et puis je pense que vous avez tous accès aux documents, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un système économique qui est circulaire, résilient, inclusif et positif pour la nature, ainsi que compétitif. Parce que, comme on en a parlé plus tôt, il faut créer davantage de valeur localement, voilà, pour limiter la dépendance aux importations. Et ça, l'économie circulaire, c'est un système qui permet d'arriver à ça. Et la mission, donc on en a parlé plus tôt, en fait, ce plan d'action régional, c'est clairement une déclinaison du plan d'action continental qui a été développé par l'Union africaine, parce que dans le plan d'action continental, une des recommandations, c'est notamment de développer des plans d'action dans les régions africaines, donc bien sûr l'océan Indien. Maintenant, passons donc aux priorités stratégiques, qui je pense que l'élément le plus important de cette présentation et de cet après-midi, et ce qu'on va discuter en détail dans les groupes de discussion. On a 5 priorités stratégiques. Moi, je vais présenter les deux premières sur la finance et l'orientation, et les orientations institutionnelles, techniques et juridiques. Mais on a aussi 3 autres priorités stratégiques qui sont présentées par Ram juste après moi, sur les politiques commerciales, l'observatoire des données, en tout cas la collecte des données, et les programmes de sensibilisation, de plaidoyer et de renforcement des capacités. Alors ici, il faut quand même savoir que l'idée, c'est quand même que la COI serait le coordinateur en fait de la plupart de ces priorités, de ces actions, bien sûr avec le besoin de partenaires dans chacune des actions, très certainement, voilà, qu'ils soient techniques, qu'ils soient financiers, et c'est pour
ça qu'aussi j'attends de vous que quand je vous présente maintenant ces actions, vous pensiez, vous réfléchissez quel peut être votre impact, quel peut être votre rôle dans ces différentes actions. Donc ça c'est vraiment très important. Donc par rapport à la première priorité stratégique pour financer l'économie circulaire, l'objectif de cette priorité stratégique, c'est d'abord de mobiliser des fonds qu'ils soient internes ou externes à la région. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des financements pour l'économie circulaire, en tout cas au niveau des politiques, des réglementations, en fait, on voit qu'il y a souvent une assistance technique qui est financée par des bailleurs de fonds, mais aussi les grands projets qui sont lancés, on en a mentionné plusieurs avant, comme Exploit ou comme Iron Plus, sont des projets qui sont aussi financés par des organisations internationales. Et donc c'est un problème aujourd'hui qu'on identifie qu'il y a un manque de ressources internes pour l'économie circulaire. Le deuxième objectif, c'est de mettre en place des systèmes comme la responsabilité élargie des producteurs, parce que ça c'est un moyen, en fait, en réalité, d'exploiter des ressources internes au pays, mais aussi des ressources internes à la région. On aura l'occasion d'en parler juste après. Donc on va aussi parler des subventions, des partenariats publics-privés, et bien sûr de comment encourager les capitaux privés. Donc la première priorité et la première action ici de cette priorité, c'est de mettre en place un cadre et une assistance technique pour améliorer les systèmes de soutien au sein des institutions publiques et financières également. Donc comme je l'ai mentionné avant, on a un problème commun à la plupart, si ce n'est toutes les îles de l'océan Indien dont on parle aujourd'hui, qui est que la plupart ont un manque d'abord d'initiatives circulaires de la part de leurs PME et micro-entreprises, et aussi des taux d'intérêt qui sont trop élevés en fait pour ces petites initiatives pour qu'elles puissent vraiment se développer. Et aussi, on voit un désavantage en fait pour les initiatives circulaires par rapport aux initiatives plutôt traditionnelles. Et donc ça fait que on n'a pas suffisamment de fonds en fait pour les initiatives privées circulaires. Donc l'idée ici, ce serait de mettre en place un programme d'assistance technique. D'abord, donc ça c'est pas forcément typiquement financier en réalité, mais c'est très lié parce que on veut que ces entreprises puissent construire des business models qui leur permettent vraiment de prouver leur rentabilité, leur durabilité aux institutions financières. Le deuxième point, c'est des collaborations pilotes entre des institutions de microfinance et des banques commerciales, mais aussi les banques multilatérales. Donc l'idée ici, c'est que en fait, on a ce problème du risque qui est aujourd'hui encore assez mal évalué pour les initiatives circulaires au niveau des institutions financières. Elles les évaluent de la même façon en réalité que les initiatives plutôt traditionnelles, ce qui leur donne un désavantage. Et donc ce type de collaboration pourrait permettre en fait que des banques multilatérales comme par exemple la BAT ou la Banque mondiale pourraient garantir une partie des fonds qui sont prêtés par les banques et les institutions de microfinance de la région pour réduire ces risques. Donc ça permettrait vraiment de mettre en place des prêts à moindre taux d'intérêt par rapport à ce qui est fait maintenant, et donc de permettre de lancer quand même pas mal d'initiatives circulaires. Aussi, donc, comme j'ai mentionné, afin que ces institutions financières puissent réellement évaluer les risques liés aux
il y a quelques banques qui mènent des initiatives, je pense notamment à la Mauritius Commercial Bank qui est ici. Et donc je pense qu'on peut s'inspirer de ces banques-là et voir comment il peut y avoir quand même des échanges de connaissances pour renforcer ses capacités sur le sujet de l'économie circulaire. La deuxième action, donc ça j'ai parlé du système de responsabilité élargie du producteur. C'est un système qui permet de rendre les producteurs donc responsables pour les produits qu'ils mettent sur le marché et surtout pour leur gestion en fin de vie. Et en fait, on voit de plus en plus des systèmes de responsabilité élargie étant mis en place au niveau national, mais au niveau, pourquoi est-ce qu'on en a besoin au niveau régional? Parce que, en réalité, si on veut avoir des échanges de matériaux entre les pays, ça va avoir des coûts assez importants en termes de transport et en termes de stockage. Et aussi, il faudra quand même que certains pays qui vont exporter leurs déchets puissent quand même déjà faire certains traitements avant de pouvoir les exporter. Et pour cela, il faut forcément les fonds nécessaires à leur disposition. Donc c'est pour ça qu'un système de responsabilité élargie régionale, du producteur régional serait vraiment clé. Ici, donc, ce qu'on propose, c'est d'abord parce que c'est une idée qui n'a pas encore été mise en place nulle part dans le monde, donc ce serait une première en fait au niveau du monde. Et donc c'est pour ça qu'on veut déjà mettre en place un projet pilote pour voir, tester comment ça peut être mis en place. Donc ce qui sera nécessaire ici, ce sera vraiment d'abord de mettre en place des organismes nationaux. Donc il faudra soutenir des pays qui ont déjà en fait une législation sur la responsabilité élargie du producteur, à mettre en place des éco-organismes qui pourront collecter les fonds au niveau national. Ensuite, l'idée ce sera que ces fonds collectés au niveau national seront transmis à un éco-organisme régional qui, donc cet éco-organisme régional pourra donc financer le transport, financer peut-être une partie du traitement et aussi une partie du stockage. Donc, et ça permettrait donc, par exemple, pour ce pilote-là, on pourrait regarder les plastiques, donc voir comment échanger les plastiques entre les îles avec ce système financier derrière. Et l'idée, ce serait donc de commencer peut-être avec les plastiques et avec une ou deux îles pour voir comment ça fonctionne et ajuster le système au fur et à mesure. Avec l'idée quand même au final d'étendre un peu ce système à aussi d'autres déchets problématiques qui sont difficiles à gérer localement et nationalement, comme par exemple les pneus et les déchets électroniques. Donc on pourrait imaginer par exemple pour les pneus que voilà, un pays peut-être comme les Comores n'a pas forcément l'infrastructure pour gérer les pneus et les recycler, alors pourrait collaborer par exemple avec la Réunion pour que la Réunion puisse voilà, les recycler. Après, on a quand même un petit problème ici dont on va parler un peu plus tard, je pense que c'est Ram qui va en parler, des dérogations aux règles internationales, et notamment la Convention de Bâle, qui interdit en fait les échanges sur certains types de déchets, notamment les plastiques. Et donc il faudra voir comment est-ce que la COI peut faire un plaidoyer auprès notamment de l'OMC pour voir comment on peut déroger à ces règles dans le cadre des îles de l'océan Indien. Ensuite, une troisième action ici qu'on a développée concerne voilà, les financements locaux et internes, comme j'en ai parlé avant. Donc on voit aujourd'hui qu'on a un gros problème, notamment au niveau de la gestion des déchets, à mobiliser des fonds au niveau des collectivités. Parfois
parfois les fonds qui sont distribués par les gouvernements nationaux ne sont pas suffisants pour que les collectivités assurent cette gestion des déchets. Et parfois aussi, ces fonds ne sont pas forcément gérés de la meilleure façon au niveau des collectivités. Donc on a vraiment une opportunité non exploitée ici, peut-être déjà de voir comment mieux exploiter ces fonds, mais aussi d'en mobiliser davantage. Donc l'idée ici, ce sera d'élaborer un guide pour optimiser la gestion des fonds publics dans les collectivités et aussi d'en mobiliser davantage, fournir des recommandations pour améliorer l'allocation, mais aussi, je pense que ça c'est important, voilà la VCOI ici, la CVOI, la VCOI, pardon, je crois que j'ai mal écrit, il faudra me dire à nouveau. La VCOI aura un rôle ici à jouer en tant que association de collectivités dans l'océan Indien, parce qu'ils sont déjà en train de mettre en place un projet sur les politiques fiscales au niveau des collectivités, et ce sera intéressant de voir les résultats de ce projet et comment on peut étendre ça peut-être à d'autres collectivités et aussi sur le sujet en particulier des déchets. Et à la fin de ce projet-là, de cette action-là, on pourra ensuite rassembler un peu toutes les parties prenantes, que ce soit les collectivités et les autres institutions qui seront organisées, pour valider et puis planifier la mise en œuvre réelle de ce projet. Donc en quatrième action, ici on a un point qui a déjà en fait été mentionné un peu plus tôt, qui est lié en fait à ne pas, à pénaliser en fait ces activités qui sont moins favorables. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème que certes, on veut mettre en place certaines activités circulaires, mais si les activités non circulaires continuent de dominer et d'exister, ce sera toujours un problème. Donc ici, il faut vraiment mettre en place les incitations nécessaires. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui font partie de ce projet ont des interdictions sur les sachets plastiques ou les sacs plastiques, ou même les deux, voire plus. Je pense que à Maurice, il y a même encore plus d'interdictions que ça. Mais la réalité, c'est que la mise en œuvre dans une grande partie de ces pays de l'interdiction est très très complexe, ou en tout cas elle peine à se réaliser. Et donc l'idée, ce sera vraiment de rechercher quels sont les outils nécessaires, quels sont les renforcements peut-être de capacité à mettre en place pour réellement mettre en œuvre ces interdictions et les pénalisations aussi de ces activités. Ce sera aussi l'idée de développer un catalogue avec différents instruments qui peuvent être utilisés par les îles pour pénaliser donc, les activités non circulaires, en tout cas à l'opposé de la circularité. Enfin, dernière action de cette priorité stratégique, ici l'idée ce sera de vraiment établir des partenariats stratégiques entre les États membres, donc les États aussi représentés dans ce plan d'action, pour justement attirer des financements et des cofinancements de projets. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que d'abord on a une manque de structure et d'harmonisation, ça on en a parlé plus tôt. On a des opportunités, mais qui ne sont pas forcément centralisées. On a aussi une transparence limitée parfois des projets. On a du mal à voir quels sont les résultats d'un projet, quels sont les résultats d'un financement. Et ça, c'est un problème important. D'abord, l'idée de cette communauté, ce sera de prioriser des objectifs clairs. Sur quoi est-ce qu'on veut travailler en termes de financement, comment est-ce qu'on peut établir des partenariats stratégiques, quelles sont les priorités en fait en termes de partenariats stratégiques pour le financement. Et l'idée, ce sera aussi bien sûr d'inclure les PME dans ces partenariats, qui sont vraiment des piliers en fait pour la transition vers l'économie circulaire. On a parlé avant de
déjà, voilà, les PME en font notamment partie. Donc voilà pour cette première priorité stratégique sur le financement. Vous avez peut-être déjà eu l'idée, ou en tout cas vous avez vu peut-être des lacunes qui manquaient déjà. Il faut aussi dire que certains aspects du financement seront adressés au niveau du mécanisme de financement. Donc des aspects plutôt, voilà, des outils de mobilisation de financement comme les obligations, comme par exemple des fonds sur l'économie circulaire. C'est des choses qui reviendront plutôt au niveau du mécanisme de financement. Donc ici, on s'est plutôt concentré sur les incitations financières plutôt que les mécanismes de financement. Mais sur ce deuxième point, donc ici, on est plutôt sur l'aspect orientation institutionnelle, technique et juridique. Donc on a bien évidemment l'appui au développement de plans d'action comme celui-ci, parce qu'il faut dire qu'un plan d'action régional, ce n'est pas suffisant pour que chaque État membre implémente l'économie circulaire. Il faut vraiment décliner ça au niveau national, parce qu'il faut suivre les priorités nationales sur l'économie circulaire. Mais je pense quand même que ce plan d'action est un guide et peut soutenir justement ces activités nationales. Mais en tout cas, il faudra vraiment que, voilà, par exemple, Madagascar, que les Comores, que Sao Tomé, Cap-Vert, Guinée-Bissau, que chacun développe son plan d'action, sa stratégie nationale pour l'économie circulaire. Et donc là, la CEI aura un rôle à jouer. Mais aussi pour renforcer la gouvernance, on en a parlé plus tôt, sur Tokoun, on a beaucoup parlé. Voilà, il faut vraiment mettre en place des cadres de gouvernance clairs, des comités de pilotage. En fait, chaque cadre de gouvernance peut dépendre du pays et de son contexte, mais il y a quand même certaines bonnes pratiques qui existent et qui peuvent guider la mise en place d'un cadre de gouvernance. Ensuite, on a les solutions régionales. Il y a un besoin de renforcement des capacités techniques. Je venais d'en parler justement avec les représentants de Maurice, que voilà, ils ont aujourd'hui leur plan d'action. Ils veulent mettre ça en place, ils ont même leur groupe de travail. Le problème, c'est que toutes les personnes du groupe de travail n'ont pas forcément les capacités pour mettre en œuvre les actions, au niveau du gouvernement notamment. Et donc il faut vraiment renforcer les capacités de ces fonctionnaires pour qu'ils soient capacités, qu'ils savent voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en œuvre tout cela. Et ensuite, le dernier point voilà, qui est aussi important, harmonisation encore de la législation, notamment sur la gestion des déchets, pour pas qu'il y ait de différence entre les îles et donc créer des problèmes lorsqu'on veut échanger des déchets. Donc le premier point que j'avais mentionné, donc le soutien en plan d'action, l'idée ce ne sera pas ici de répliquer ce qui est déjà fait par notamment la BAT, mais de voir comment est-ce qu'on peut se compléter entre la COI et la BAT, et donc leur fonds sur l'économie circulaire, pour soutenir la mise en place de plans d'action et aussi la mise en place de législation. Donc ici, la COI pourra jouer un rôle notamment pour faire du plaidoyer auprès des politiques et des administrations des pays qui n'ont pas encore leur plan d'action, afin qu'ils commencent à le développer. Ensuite, le deuxième point, ce sera par rapport à la révision des législations. Donc comme j'ai dit, en fait, on a peut-être qu'à Maurice par exemple et aux Seychelles, on a quand même des législations qui sont là, qui sont développées, soit pour le secteur des déchets, pour d'autres secteurs en lien avec l'économie circulaire, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc ici, on veut vraiment faire en sorte et appuyer ces pays-là à développer leur législation dans les secteurs qui sont prioritaires pour eux. Ici, il y a déjà des choses qui sont mises en place en réalité par la Commission de l'Océan Indien, notamment ils ont un groupe de travail sur la responsabilité élargie
et son application du producteur et son application pour les pneus et les déchets électroniques. Voilà, ce genre de webinaires et de discussions qui sont organisées par la SOI pourraient s'appliquer aussi à d'autres éléments de législation pour renforcer les capacités de chacun à mettre tout cela en place. Et aussi, bien sûr, des formations pourraient être organisées voilà, pour concrètement peut-être appuyer un pays ou plusieurs pays qui sont intéressés sur une même thématique liée à la législation, voilà, afin de les accompagner. La troisième action est ici plutôt très sectorielle, mais c'est un problème qui est important en fait dans chacune des îles, qui est lié aux pertes post-récolte. Les pertes post-récolte, c'est donc les pertes qui interviennent voilà, juste après la récolte, et elles sont assez élevées sur certaines cultures dans la plupart des pays de l'océan Indien. Donc il faut vraiment qu'on intervienne là-dessus, voilà, pour quand même, parce qu'on a quand même encore des problèmes de sécurité alimentaire dans certains des pays. On a des systèmes agricoles qui sont parfois pas tellement développés, et aussi beaucoup d'importations. Donc ça, c'est un point qui nous permet clairement de réduire les importations, parce qu'on réduit les pertes, et donc on augmente en fait la consommation locale de produits alimentaires, parce qu'on a moins qui est jeté, donc on en a plus dans nos océans. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on peut avoir une approche régionale? Parce que quand on a un peu regardé les cultures qui étaient concernées par ces pertes post-récolte, on a vu qu'il y avait quand même certaines cultures qui revenaient dans des chaînes de valeur pour pouvoir suivre un peu où en sont les choses, où en est la récolte, et établir de meilleurs liens entre les producteurs et les distributeurs pour éviter ces pertes. Le dernier point aussi qui est très important, la transformation locale. Aujourd'hui, si on veut être beaucoup plus indépendant au niveau alimentaire, il faut vraiment appuyer sur la transformation des produits locaux. Un autre point aussi très important, on a déjà parlé aussi des plastiques et de la problématique liée au plastique. Et ici, cela concerne le développement d'alternatives aux emballages plastiques. Parce que, comme j'ai expliqué avant, aujourd'hui, en fait, on recycle moins que 5% des déchets plastiques dans les États insulaires. Donc, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir demain arriver à 100%. C'est impossible. Donc, il faut vraiment qu'on pousse aussi au niveau des alternatives au plastique, et notamment aux emballages plastiques. Donc ici, l'idée, ce sera d'étudier la faisabilité de la mise en place d'une industrie locale pour la production de ces matériaux, parce qu'on ne veut pas non plus substituer le plastique par une alternative qu'on va totalement importer. Ce n'est pas non plus l'idée, parce qu'on reste quand même dépendant. Deuxièmement, j'ai parlé de pénalités avant, et voilà, c'est typiquement là-dessus qu'on va appliquer des pénalités sur les emballages plastiques, voilà, pour limiter leur usage. Mais parfois aussi même interdire certains emballages plastiques qui, pour la grande majorité, parfois finissent sur les plages des îles. Donc il y a vraiment des plastiques qui sont très problématiques, et là il faut totalement interdire. Et bien sûr aussi, pour les interdictions qui existent déjà, il faudra former davantage des douaniers pour qu'ils puissent vraiment les mettre en œuvre. Et je crois que c'est la dernière action qui parle plutôt des matériaux de construction. Là, pareil aussi, on a un problème de dépendance au niveau des matériaux de construction. On a de plus en plus de construction, on voit comment les îles se développent aujourd'hui, mais la plupart de ces matériaux sont importés, avec des coûts assez importants. Donc l'idée est surtout des dégâts assez importants sur la nature. Voilà, on pense notamment aux déchets de construction. Qu'est-ce que sont en fait ces déchets de construction? On ne sait pas toujours, très souvent ils sont mis en décharge. Et on voit notamment, avant on nous parlait de la Déchetec, qui est une initiative
d'échange de déchets de construction, ou en tout cas de matériaux de construction. Voilà, c'est ce genre d'initiative qu'on veut promouvoir à l'échelle régionale. Donc je pense qu'on ne va pas s'attarder là-dessus, hein. C'est pareil ici, on peut mettre en place des échanges. Et l'idée concrète de la dame qui nous avait parlé avant est vraiment une idée qu'on peut faire avancer. Ah, s'il y avait une dernière, désolé pour ça. Oui, sur le cadre de gouvernance, donc comme on en a parlé avant,